Dans un petit village empreint de mystère, Yapi, l'orphelin du village souvent méprisé par les siens, et Emily, l'étrangère venue en touriste pour photographier la nature, ont tissé une relation unique, mêlant amitié, complicité et émotion naissante. Mais le destin, imprévisible et cruel, les pousse à une épreuve bouleversante. Un départ soudain d'Emily, rappelé par les exigences de son travail. Au moment où les choix deviennent cruciaux, Yapi est confronté à son propre silence, incapable de dévoiler ce qu'il ressent vraiment. Emily, elle, espère une raison de rester, mais finit par quitter le village, laissant derrière elle un Yapi déchiré par le regret. Alors qu'Emily s'apprête à prendre l'avion pour rentrer chez elle, Yapi réalise qu'il ne peut pas la laisser partir ainsi. Une course contre la montre s'engage. Pour la première fois de sa vie, Yapi est prêt à quitter son village et à entreprendre un voyage jusqu'en ville, un monde qu'il ne connaît pas, avec l'aide précieuse de Juma, un jeune homme qu'il avait sauvé d'un danger mortel dans la forêt. Cette rencontre marquante avait scellé leur amitié, et depuis, Juma, toujours reconnaissant envers Yapi, n'a cessé de l'encourager et de le soutenir. Ensemble, ils vont affronter l'inconnu, portés par l'urgence de rattraper Emily avant qu'il ne soit trop tard. Yapi, toujours pressé, rentra chez lui pour préparer ses affaires. Il rassembla les quelques beaux vêtements qu'il possédait, des habits offerts en grande partie par Juma, et les rangea dans la valise qu'Amina lui avait prêtée. Son cœur battait à toute vitesse, son esprit envahi par l'urgence de la situation. Une fois prêt, il ferma sa cabane à clé et se dirigea rapidement vers la maison de Loco. Il savait qu'il devait l'informer de son départ pour la ville, ne serait-ce que par respect pour son mentor. En arrivant chez Loco, il trouva ce dernier déjà dehors, comme s'il l'attendait. Loco l'observa s'approcher, une valise en main, et il ne tarda pas à remarquer l'expression agitée de son jeune protégé. « Yapi, comment vas-tu » demanda Loco, scrutant le visage de Yapi avec attention. Yapi, tentant de dissimuler son trouble, répondit rapidement. « Je vais bien, Loco. » Mais Loco n'était pas dupe. Il connaissait Yapi depuis trop longtemps pour être trompé par une réponse aussi hâtive. « Yapi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi cette valise ?» Yapi, conscient du peu de temps dont il disposait, tenta d'expliquer la situation de manière concise. « Loco, c'est une longue histoire. Je dois aller en ville pour rattraper Emily. Elle est sur le point de partir et je dois essayer de la convaincre de rester. » Loco, d'abord surpris, leva un sourcil. « Tu vas en ville? C'est une bonne chose. Mais pourquoi cette précipitation ?» Yapi répondit, toujours pressé. « Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Juma et Amina m'ont convaincu d'aller en ville pour essayer de la rattraper avant qu'elle ne prenne son vol. » Loco, le regard toujours attentif, l'écouta en silence. Puis, avec une expression plus sérieuse, il dit « Yapi, laisse-moi te dire une chose. Si tu pars voir cette fille avec toute la volonté du monde, tu peux faire tout ce que tu veux, mais avec l'état d'esprit que tu véhicules maintenant. » Il marqua une pause, laissant ces mots flotter dans l'air, avant de continuer. « Dis-toi que tu as déjà perdu cette fille-là. Tu l'as déjà perdue, parce que tu pars les mains vides, sans richesse, sans confiance. Tu pars bredouillé, et ça, je t'assure, ça ne va pas marcher. » Yapi, déconcerté par ces paroles dures, sentit une vague de panique monter en lui. Il regarda Loco, l'incrédulité peinte sur son visage. « Loco, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. » Loco, voyant la détresse dans les yeux de son protégé, se contenta de le fixer, laissant ses paroles résonner dans l'esprit de Yapi. Il savait que ces mots avaient eu l'effet escompté, créant un suspense lourd de sens. Le jeune homme, qui jusque-là était prêt à tout pour rattraper Emily, se retrouva soudainement face à un doute profond. Il regarda Loco, cherchant des réponses, mais le silence de ce dernier ne fit qu'accentuer l'angoisse qui montait en lui. Loco fixa Yapi avec une intensité qui fit frissonner le jeune homme. Ce dernier, malgré sa hâte, sentit que ce moment était crucial, qu'il devait prêter une attention particulière aux paroles de son mentor. Loco inspira lentement et profondément avant de commencer, choisissant soigneusement ses mots, comme il l'avait toujours fait en tant que sage du village. « Yapi, écoute-moi bien, mon fils.
commença Loco d'une voix grave, mais empreinte de bienveillance. Tu sais, certaines femmes peuvent décider de vivre avec un homme pour diverses raisons. Peut-être parce qu'elles ont peur de la solitude, ou parce qu'elles sont désespérées et pensent n'avoir d'autre choix. Il y a 1001 raisons qui peuvent pousser une femme à rester avec un homme. Mais pour qu'une femme tombe véritablement amoureuse d'un homme, il faut quelque chose de plus profond. Cet homme doit posséder une richesse. Loco marqua une pause, laissant ces mots s'imprimer dans l'esprit de Yapi. Il continua ensuite avec une conviction tranquille. Cette richesse peut être extérieure, c'est-à-dire matérielle, ou elle peut être intérieure, c'est-à-dire ton caractère, ta dignité, ta force morale. Parfois, c'est les deux à la fois. Mais je te le dis, si tu n'as ni l'une ni l'autre, si tu n'as ni la richesse matérielle ni la richesse intérieure, alors, mon fils, une femme ne pourra jamais vraiment t'aimer. Yapi, absorbé par les paroles de Loco, se sentit soudainement envahi par une angoisse sourde. Loco continua, voyant l'effet de ces mots sur son protégé. « Toi, Yapi, tu n'as pas de richesse matérielle, mais ce qui fait de toi un homme que d'autres respectent, c'est ta richesse intérieure, ta manière de vivre, ta droiture, ta dignité, ta fierté, ta capacité à résoudre les problèmes avec calme et discernement. Tout cela constitue ta véritable richesse. C'est cette richesse que tu portes en toi qui peut toucher le cœur de cette fille, Émilie. Si elle ressent quelque chose pour toi, si elle s'est intéressée à toi, c'est parce qu'elle a vu cette richesse. » Loco observa le visage de Yapi, y percevant la confusion et l'inquiétude. Il reprit d'une voix douce mais ferme. « Mais, mon fils, l'attitude que tu montres en ce moment, cette agitation, cette incertitude, ce n'est pas toi, ce n'est pas l'homme qu'elle a appris à apprécier. Si tu vas la voir dans cet état, avec cette hésitation et cette peur, tu risques de tout perdre. Parce que, tu vois, elle est à un moment où elle doit prendre une décision, où elle doit peser le pour et le contre, et se décider entre ce qu'elle connaît et ce que tu es prêt à lui offrir. Si l'homme qu'elle voit en face d'elle à ce moment-là n'est pas celui qui l'a touchée, qui l'a impressionné par sa force intérieure, alors, mon fils, tu l'as déjà perdu. » Yapi resta silencieux, les paroles de Loco résonnant dans son esprit comme un écho lointain. Le sage continua, voyant qu'il avait toute l'attention de son jeune disciple. « Ne te présente pas à elle avec cet état d'esprit fragile. Elle a besoin de voir l'homme fort, confiant et digne qu'elle a appris à respecter. C'est cet homme-là qu'elle pourrait choisir, pas celui que je vois devant moi maintenant. » Loco posa une main réconfortante sur l'épaule de Yapi, un geste simple mais porteur d'une profonde affection. « Rappelle-toi, Yapi, ta vraie richesse, c'est ce que tu es à l'intérieur. Montre-lui ça, et peut-être que tu pourras la convaincre de rester. Mais si tu la laisses voir tes doutes et tes peurs, alors tu auras vraiment tout perdu. » Yapi hocha lentement la tête, assimilant les paroles sages de Loco. Il comprit que ce moment était bien plus qu'une simple course pour rattraper Émilie. C'était une épreuve pour lui, pour prouver qu'il était capable de surmonter ses propres démons intérieurs et de se présenter à elle comme l'homme qu'elle pourrait aimer et respecter. Loco regarda Yapi avec une affection paternelle, ses yeux remplis de sagesse et de bienveillance. Il sentait que Yapi était à un moment charnière de sa vie, un moment où il devait faire face à des décisions importantes, mais il savait aussi que trop de conseils pouvaient parfois embrouiller l'esprit d'un jeune homme. « Yapi, mon fils, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je sais que tes amis t'attendent, et je ne connais pas tous les détails de ce que vous avez prévu. Mais il y a une chose que je veux que tu gardes en tête. Quand tu vas croiser cette fille, garde ta tête entre tes épaules. Ne te laisse pas perturber par la peur de la perdre. Ce que tu vas faire, fais-le avec sincérité. Reste toi-même. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre pour lui plaire, car si cela ne marche pas, ce ne sera pas la fin du monde. » Loco fit une pause, scrutant le visage de Yapi pour s'assurer que ses paroles avaient bien été comprises. Mieux vaut perdre en étant toi-même que de jouer un rôle qui ne te correspond pas, seulement pour finir par tout perdre quand même. Cela, mon fils, c'est ce qui te hantera toute ta vie. Sois authentique, fais de ton mieux et accepte le résultat.
Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ce n'est pas la fin du chemin pour toi. » Il posa une main rassurante sur l'épaule de Yapi, son regard empreint de confiance. « Va, mon fils, avec la bénédiction de Dieu. J'ai confiance en toi. Et souviens-toi, ne prévois rien à l'avance. Les choses du cœur sont imprévisibles. Chaque situation est unique, et c'est pour cela que je ne t'ai pas trop instruit dans ce domaine. Je voulais que tu apprennes par toi-même, que tu fasses ton propre chemin. Et d'après ce que je vois, tu t'es bien débrouillé jusqu'à maintenant. » Yapi, touché par les paroles de Loco, se sentit apaisé. Il savait que ces mots lui serviraient de guide dans les moments à venir. « Merci, Loco. Je savais que j'avais raison de passer par ici. » Il sortit ensuite une clé de sa poche et la tendit à Loco. « Je suis aussi passé pour te donner la clé de ma maison. J'y ai laissé des poissons fumés. Comme je ne sais pas quand je rentrerai, je préfère que tu les récupères pour éviter qu'ils ne se gâtent. » Loco prit la clé avec un sourire reconnaissant. « Merci, mon fils. Je veillerai sur ta maison. Va maintenant, et que Dieu te guide sur ce chemin. » Après un dernier échange de regards et une étreinte chaleureuse, Yapi se dirigea vers la sortie. Loco le regarda s'éloigner, une prière silencieuse sur les lèvres, lui envoyant toute sa bénédiction et son soutien. Yapi, désormais rempli d'une nouvelle détermination, prit le chemin du retour vers la maison de Juma et Amina, prêt à affronter ce qui l'attendait en ville, mais surtout prêt à rester fidèle à lui-même. Yapi arriva chez Juma et Amina, traînant derrière lui la valise qu'Amina lui avait prêtée. Dès qu'ils le virent, un sourire amusé se dessina sur les visages de Juma et Amina. « Waouh, t'en as mis du temps !» s'exclama Juma en plaisantant, mais ses yeux trahissaient une curiosité plus profonde. Il s'approcha de Yapi et remarqua immédiatement quelque chose de différent chez lui. « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? On dirait que tu as changé. C'est comme si tu étais redevenu le Yapi d'avant, celui qui était toujours calme, posé et sûr de lui. » Amina, toujours perspicace, observa Yapi avec attention, notant cette même transformation. « Yapi, tu as l'air tellement différent, plus serein. Tu as croisé Émilie sur la route ou quoi ?» Elle éclata de rire, mais une part d'elle était sincèrement intriguée. Yapi sourit, un sourire qui reflétait à la fois la tranquillité et la détermination. « Non, je ne l'ai pas croisée. En fait, en venant, je suis passée chez Loco. Il m'a parlé et il m'a dit beaucoup de choses qui m'ont redonné confiance. Il m'a rappelé qui je suis vraiment. » Juma et Amina échangèrent un regard, impressionnés par l'effet que Loco avait toujours sur Yapi. « Waouh !» murmura Juma. « C'est vraiment impressionnant. On comprend pourquoi tu tiens tant à cet homme. Il te connaît mieux que quiconque. » Amina acquiesça, son admiration pour Loco grandissant à chaque mot de Yapi. « C'est vrai, il sait exactement quoi te dire pour te remettre sur le droit chemin. On dirait vraiment que tu es prêt maintenant. » Juma hocha la tête, un sourire approbateur sur les lèvres. « Bon, nous, c'est toi qu'on attendait. Il est temps de partir. » Amina les accompagna jusqu'à la gare, la petite valise de Yapi roulant doucement sur le sol derrière eux. Une fois arrivés, le moment des adieux approcha. Amina prit son frère dans les bras, le serrant avec une tendresse fraternelle. « Prends soin de toi, Juma. » Puis, elle se tourna vers Yapi et le prit également dans ses bras, un geste qui réchauffa le cœur de ce dernier. « En tout cas, mon frère, je compte sur toi. Ne me déçois pas. Ramène-nous cette étrangère à la maison. » Yapi rit, touché par le soutien d'Amina. Juma, toujours prompte à ajouter une touche d'humour, compléta en souriant. « Ne t'inquiète pas, Amina, on va te ramener ta belle-sœur à la maison. » Ils éclatèrent tous de rire, un rire qui allégea l'atmosphère et renforça leur détermination. Après cet échange chaleureux, Juma et Yapi montèrent dans le bus qui les emmènerait en ville. Tandis qu'ils prenaient place, Yapi sentit en lui une nouvelle force, une détermination calme qui le préparait à affronter ce qui l'attendait. Le bus démarra, les emmenant vers une nouvelle étape de leur aventure. Tandis qu'ils quittaient la gare, Yapi jeta un dernier coup d'œil à Amina, qui leur faisait signe de la main avec un sourire confiant. Il savait que,
quelle que soit l'issue de cette aventure, il pourrait toujours compter sur le soutien de ses amis. Le bus avançait lentement sur la route menant à la ville, traversant d'abord les quartiers périphériques. Yapi, assis à côté de Juma, observait tout ce qui l'entourait avec des yeux écarquillés, comme un enfant découvrant un monde nouveau. Les maisons devenaient plus grandes, plus structurées et les rues plus animées à mesure qu'il se rapprochait du centre-ville. Les bâtiments étaient plus élevés que tout ce qu'il n'avait jamais vu au village, mais sans être des gratte-ciel. Ils avaient plusieurs étages, une architecture soignée qui contrastait avec les simples habitations de son village. Pour Yapi, c'était déjà impressionnant. « Waouh !» murmura Yapi, la voix pleine d'admiration. « C'est donc ça, la ville ?» Juma sourit, satisfait de voir Yapi émerveillé par ce nouveau monde. « Oui, Yapi, bienvenue en ville. Et ça, ce n'est que le début. On est encore en périphérie ici. Attends de voir le centre-ville. Là-bas, c'est vraiment quelque chose. » Yapi ne pouvait détourner les yeux des bâtiments qui défilaient par la fenêtre du bus. Les voitures passaient en nombre et les rues étaient pleines de gens qui allaient et venaient, chacun avec une destination précise. Les boutiques alignées le long des rues offraient un spectacle coloré et les marchés grouillaient d'activités. Il y avait tant de choses à voir que, pendant un moment, Yapi en oublia presque la raison pour laquelle il était venu en ville. « Juma, regarde ces maisons. Elles sont tellement grandes. Et les gens ici, ils sont tous si bien habillés. C'est incroyable. » Juma hocha la tête, amusé par l'enthousiasme de son ami. « Oui, c'est comme ça ici. La ville, c'est un autre monde, Yapi. Et ce que tu vois là, c'est juste une partie. Le centre-ville est encore plus impressionnant, avec des immeubles plus hauts et des magasins plus grands. Tu vas vraiment aimer. » Ils continuèrent de rouler, pénétrant de plus en plus profondément dans la ville. Le paysage se transformait à chaque minute, passant des quartiers simples et tranquilles à des zones plus animées, avec des bâtiments plus imposants, mais toujours à une échelle humaine. Yapi avait du mal à croire qu'il se trouvait vraiment là, au milieu de tout cela. C'était comme si tout ce qu'il avait vu jusque-là n'était qu'un rêve, et maintenant il se réveillait dans une nouvelle réalité. Finalement, Juma se tourna vers Yapi et lui dit avec un sourire « Bon, on approche de mon quartier. On ne va pas aller jusqu'au terminus. Je vais demander au chauffeur de nous arrêter ici. On va d'abord passer à la maison, déposer les bagages, et ensuite on ira au centre-ville pour voir Émilie. » Yapi hocha la tête, son esprit encore occupé par toutes les merveilles qu'il venait de voir. Juma fit signe au chauffeur de s'arrêter, et les deux amis descendirent du bus. Le quartier où Juma vivait était agréable, avec des maisons bien entretenues et des rues propres. Ce n'était peut-être pas le centre-ville, mais pour Yapi, c'était déjà impressionnant. Ils marchèrent en direction de la maison de l'oncle de Juma, traversant des rues paisibles où les enfants jouaient et les adultes discutaient à voix basse. Yapi, toujours absorbé par la beauté de l'endroit, était perdu dans ses pensées. En arrivant devant le grand portail de la parcelle de son oncle, Juma se dirigea vers un bouton fixé au mur. Il appuya dessus et un carillon retentit à l'intérieur de la maison. Yapi se tenait à côté de lui, impressionné par la taille du portail et de la parcelle qui se devinait derrière. Ils attendirent en silence, le cœur de Yapi battant à tout rompre, non seulement à cause de l'immensité de l'endroit, mais aussi à cause de tout ce qui était en jeu. Le sentiment d'urgence lui revint alors qu'il se tenait là, attendant que quelqu'un vienne leur ouvrir. Juma, sentant l'impatience de son ami, posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, Yapi, tout se passera bien. Nous sommes chez nous ici, et tu verras, tout va s'arranger. » Yapi acquiesça, essayant de calmer son esprit, prêt à affronter la suite de l'aventure qui l'attendait en ville. Le portail s'ouvrit lentement, révélant un vigile qui semblait surpris de voir Juma. « Oh, monsieur Juma, vous êtes là? Vous êtes rentré? On pensait que vous étiez allé en Europe !» s'exclama-t-il avec un large sourire. « Vous n'êtes pas venu du tout !» Juma rit légèrement, secouant la tête. « Non, je n'étais pas en Europe. J'étais juste au village chez mes parents. » Le vigile, encore étonné, poursuivit.
Ah, mais nous, on se disait que vous aviez voyagé. Toi aussi, tu es parti sans nous dire au revoir comme ça là. Ton oncle te cherchait même. Et ta copine là, elle est venue une fois voir ton oncle. C'était des histoires ici là. Franchement, on t'a refoulé. Yapi, à côté de Juma, ne put s'empêcher de sourire en entendant ces mots, tandis que Juma rigolait de bon cœur. Ah, c'est une longue histoire, mais je n'étais pas en Europe. En tout cas, est-ce qu'il est là, mon oncle? Le vigile répondit. Non, il est sorti. Il n'est pas encore rentré. Juma soupira de soulagement. Ah, d'accord, ça m'arrange. Parce que s'il était là, il allait encore me prendre beaucoup de temps. En tout cas, mon frère, ne t'inquiète pas. Je suis revenu pour ça. On a fait des conneries. Mais bon, je te présente mon ami Yapi. C'est un ami très important pour moi, très cher. Là où tu le vois, il m'a sauvé la vie. Si ce n'était pas lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Le vigile, impressionné, se tourna vers Yapi avec un sourire respectueux. « Ah bon? Enchanté, monsieur Yapi. » Yapi, un peu gêné par les éloges, répondit modestement. « Oui, enchanté, monsieur. » Le vigile les aida à porter leurs bagages tandis qu'ils traversaient la grande parcelle pour rejoindre l'appartement de Juma. En entrant dans la maison, Yapi ne put s'empêcher d'admirer la taille et la beauté de l'endroit. « Waouh! Votre maison est grande. Vous vivez bien ici. C'est vraiment une jolie maison, une jolie parcelle. » Juma sourit, amusé par l'émerveillement de son ami. « T'inquiète pas, un jour toi aussi tu auras ça. Je suis sûre de toi. Je te fais confiance. Un jour toi aussi tu feras des grandes choses. » Yapi, toujours humble, lutta un instant avec sa modestie avant de sourire à son tour. Ils rirent ensemble, savourant ce moment de camaraderie. Après avoir déposé leurs bagages dans l'appartement, Juma se tourna vers Yapi avec un air sérieux. « Bon, on ne va pas perdre de temps. Je ne veux pas que mon oncle vienne me trouver ici. Allons d'abord faire ce que nous sommes venus faire. » Yapi acquiesça, conscient de l'urgence de leur mission. Ils sortirent rapidement, laissant leurs affaires dans l'appartement. En passant devant le vigile, Juma lui fit signe. « On revient tout à l'heure, mon frère. » Le vigile acquiesça en souriant, tandis que Juma et Yapi se dirigeaient vers la rue pour prendre un taxi. Une fois installés dans le véhicule, Juma commença à lui parler des lieux qu'ils traversaient. Il lui montra des bâtiments importants, des institutions principales de la ville, tout en expliquant leurs fonctions. Yapi, toujours impressionné par tout ce qu'il voyait, écoutait avec attention, absorbant chaque détail que Juma lui expliquait. Bien qu'il fût là pour une mission importante, il ne pouvait s'empêcher de se laisser captiver par la grandeur de la ville, un monde si différent de celui qu'il connaissait. Cependant, leur enthousiasme fut rapidement tempéré par un embouteillage inattendu. Le taxi avançait à pas de tortue, bloqué par une longue file de voitures, klaxonnant dans tous les sens. Le visage de Juma se ferma de plus en plus alors que le temps passait. « Mais c'est quoi ces histoires d'embouteillage-là » bougonna Juma, exaspéré. « On ne va jamais arriver à temps à ce rythme-là. » Yapi, bien que fasciné par les immeubles et les bâtiments autour de lui, ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine anxiété. L'excitation du départ s'estompait alors que la nuit commençait à tomber. Les lumières de la ville prenaient le dessus, illuminant les rues d'une lueur douce, mais l'ambiance était désormais plus tendue. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, le taxi les déposa enfin devant leur destination. Un grand hôtel, imposant, avec plusieurs étages qui semblaient presque toucher le ciel. Ils restèrent un moment debout, fixant l'édifice, leurs esprits tourmentés par l'incertitude de la situation. « Tu penses que c'est une bonne idée d'aller la voir la nuit comme ça ?» demanda Yapi, sa voix teintée de doute. Juma soupira, partageant son hésitation. « C'est ce que je suis en train de méditer là. Franchement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Cet embouteillage nous a foutus dans la merde. Si on était arrivé plus tôt, quand il faisait encore un peu jour, ça aurait été différent. Mais là, il fait nuit. Débarquer comme ça fera mauvaise impression. » Yapi hocha la tête, réfléchissant. « Bon, ou bien on peut faire ça demain matin, non? Comme ça, on sera plus tranquille. » Juma réfléchit un instant avant de répondre,
l'inquiétude marquant ses traits. « Ouais, mais j'ai peur. Le truc, c'est qu'on ne sait pas exactement à quelle heure elle peut partir. Elle pourrait quitter l'hôtel très tôt et on risquerait de la manquer. » Une idée traversa soudain l'esprit de Juma, éclairant son visage. « Ok, d'accord. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est qu'on y aille demain matin. On prendra la voiture de mon oncle. Moi, quand je conduis, je ne me laisse pas bloquer par des embouteillages comme ça. Je connais des raccourcis, des petites routes. On pourra arriver à temps, peut-être même avant qu'elle parte. Et si elle est toujours là, on pourra demander à la réception de la faire descendre pour que tu puisses lui parler. » Yapi sembla soulagé par cette proposition, une lueur d'espoir ravivant son regard. « D'accord, c'est ce qu'on va faire. Demain matin, on sera là dès l'aube. » Ils échangèrent un regard déterminé, sachant que la nuit qui les séparait du lendemain serait longue, pleine de réflexion et d'appréhension. Mais ils avaient un plan, et c'était déjà un pas en avant. Après avoir quitté l'hôtel, Yapi et Juma décidèrent de ne pas rentrer immédiatement à la maison. Bien que déçus de ne pas avoir pu rencontrer Emily, ils choisirent de profiter de leur présence en ville. La nuit était tombée, mais la ville était encore animée, illuminée par les lumières des lampadaires et des enseignes. Tandis qu'ils se promenaient dans les rues, Juma continua à montrer à Yapi les différents lieux emblématiques. « Regarde là-bas, Yapi, c'est le marché central », dit Juma en désignant un grand bâtiment illuminé. « C'est ici que tout le monde vient pour faire des achats importants. C'est ouvert très tôt le matin et ça reste vivant jusqu'à tard dans la soirée. » Yapi, toujours émerveillé par ce qu'il découvrait, hocha la tête. « C'est incroyable tout ce qu'il y a ici. Les lumières, les gens, c'est tellement différent du village. » Ils continuèrent à marcher, échangeant des anecdotes et des impressions, jusqu'à ce qu'ils décident de prendre un bus pour rentrer dans leur quartier. Après quelques minutes d'attente à l'arrêt, un bus arriva. Ils montèrent à bord, se mêlant à la foule qui rentrait également chez elle après une longue journée. Le bus les déposa près de leur quartier et ils continuèrent à pied jusqu'à la grande parcelle où vivait Juma. À leur arrivée, le vigile leur ouvrit le portail avec un sourire. « Monsieur Juma, vous êtes déjà de retour ?» Juma acquiesça en souriant. « Oui, nous sommes rentrés. Mon oncle est-il déjà arrivé ?» Le vigile secoua la tête. « Pas encore, monsieur. Il rentre souvent tard ces derniers temps. » Juma haussa les épaules. « D'accord, merci. » Ils se dirigèrent vers l'appartement de Juma, où ce dernier montra à Yapi la chambre d'amis où il pourrait passer la nuit. C'était une petite chambre simple mais confortable, avec un lit propre et des draps frais. « Installe-toi ici, Yapi. C'est ta chambre pour la nuit. » Yapi, touché par l'accueil, sourit en déposant sa valise près du lit. « Merci, Juma. C'est vraiment gentil de ta part. » Juma, toujours enthousiaste, proposa ensuite. « Avant de dormir, je vais te présenter à ma famille. Ils sont dans la grande maison. Ça te dit de venir dîner avec nous ?» Yapi hocha la tête, heureux d'avoir l'opportunité de rencontrer la famille de Juma. « Oui, avec plaisir. » Ils sortirent de chez Juma et allèrent vers la grande maison. En entrant, ils virent la tante de Juma, ses cousins et la femme de ménage déjà à table, prêts à manger le dîner. La famille fut surprise de voir Juma, mais aussi soulagée de le revoir enfin. La femme de l'oncle, une dame aimable et souriante, les accueillit chaleureusement. « Ah, Juma, tu es enfin revenu. Ton oncle nous a tout raconté sur ce qui s'est passé. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi t'es-tu enfui ?» dit-elle d'un ton mêlant réprimande et soulagement. Juma, un peu embarrassée, répondit avec un sourire désolé. « Ne t'inquiète pas, ma tante. Je suis revenue pour corriger mes erreurs. Je vais assumer mes responsabilités. » Les jeunes cousins de Juma, 2 garçons et une fille, se précipitèrent pour saluer leur grand frère avec l'enthousiasme caractéristique des enfants. « Juma, tu es enfin revenu !» Yapi, un peu intimidé mais heureux d'être là, répondit avec un sourire timide aux salutations chaleureuses de la famille. Juma présenta alors Yapi à sa famille. « Et voici Yapi, mon ami. Je l'ai rencontré au village et il m'a beaucoup aidé. » La famille accueillit Yapi avec la même chaleur. La tante de Juma sourit.
Enchanté de te rencontrer, Yapi. » Ils passèrent ensuite à table, où un dîner simple mais délicieux les attendait. Pendant le repas, Yapi se sentit de plus en plus à l'aise, riant avec les enfants et écoutant les histoires de la famille de Juma. Il était clair que Juma tenait beaucoup à eux, et cela réchauffa le cœur de Yapi de voir à quel point son ami était entouré d'amour et de soutien. Après le dîner, Juma et Yapi retournèrent à l'appartement. Ils échangèrent encore quelques mots avant de se souhaiter une bonne nuit. Juma rappela à Yapi leur plan pour le lendemain matin et ils s'endormirent, chacun dans sa chambre, avec l'espoir que le jour suivant leur offrirait une meilleure chance de rencontrer Emily. Le lendemain matin, Yapi se réveilla dans l'appartement de Juma, l'esprit encore embué par le sommeil. En sortant de la chambre, il se rendit compte que Juma n'était pas là. Le silence dans l'appartement était seulement perturbé par les bruits lointains venant de l'extérieur. En avançant vers le salon, il remarqua que la porte de l'appartement était légèrement entr'ouverte. Intrigué, il s'approcha de la porte et, en l'ouvrant complètement, il entendit une voix forte résonner depuis la grande maison. Il reconnut immédiatement la voix de l'oncle de Juma. La tonalité sévère et accusatrice de la voix laissait peu de place au doute. Juma était en train de subir une réprimande. Yapi, comprenant que cela relevait d'une affaire personnelle et familiale, décida de ne pas s'en mêler. Il retourna discrètement à l'intérieur de l'appartement pour attendre son ami. Quelques minutes plus tard, Juma entra dans l'appartement, l'air un peu accablé, mais essayant de garder une attitude détendue. En voyant Yapi, il sourit faiblement. « Ah, Yapi, tu es déjà réveillé ?» Ils se saluèrent et échangèrent quelques mots. Juma, cherchant à alléger l'atmosphère, expliqua avec un soupir. « Ce matin, je voulais qu'on parte tôt, mais il fallait que je confronte mon oncle. Concernant toute cette histoire avec la fille, il m'a vraiment passé un savon. Je savais que j'étais foutu, alors je lui ai présenté mes excuses. » Yapi l'écouta en silence, comprenant que la situation devait être difficile pour Juma. Celui-ci continua d'un ton un peu plus grave. « Mon oncle m'a finalement donné l'adresse de la fille. Il lui a pris une maison en location. Il m'a dit que je devais l'appeler et aller la voir pour assumer mes responsabilités. Mais il m'a aussi puni. Il a dit que je suis pardonné, mais que je n'ai plus droit à certains privilèges, jusqu'à nouvel ordre. Mes comptes bancaires restent bloqués et je n'ai pas le droit de toucher à la voiture. » Yapi haussa les sourcils, surpris par la sévérité de la punition. Juma haussa les épaules, essayant de masquer sa frustration. « J'avais besoin de la voiture pour ce matin, pour aller voir Emily, mais il a refusé catégoriquement. Il m'a dit que si je voulais rester en bons termes avec lui, je devais accepter ma punition et purger ma peine. » Il fit une pause avant de conclure avec un léger sourire. « Du coup, on n'a pas le choix. On va devoir trouver un autre moyen pour rejoindre Emily. » Yapi acquiesça, comprenant la situation. Après s'être préparés, ils quittèrent l'appartement pour aller chercher un taxi. Ils savaient que l'embouteillage matinal de la ville risquait de leur causer encore des retards, mais ils étaient déterminés à rejoindre Emily à l'hôtel. Comme prévu, la circulation était dense, les ralentissant à nouveau. Pourtant, malgré les embouteillages, ils gardèrent l'espoir de ne pas être trop en retard pour leur rencontre avec Emily, espérant que cette fois-ci, ils arriveraient à temps pour accomplir leur mission. Yapi et Juma arrivèrent enfin à l'hôtel après un trajet long et frustrant à cause des embouteillages. L'anxiété qui les rongeait depuis le début de cette aventure atteignait son paroxysme. En entrant dans l'immense hall de l'hôtel, ils furent immédiatement frappés par l'élégance du lieu. Mais ils n'avaient pas le temps de s'attarder sur les détails. Ils se dirigèrent rapidement vers la réception, où une jeune dame au sourire professionnel les accueillit. « Bonjour messieurs, comment puis-je vous aider ?» Juma prit la parole, son ton révélant l'urgence de leur demande. « Bonjour, nous cherchons une étrangère qui est logée ici. Elle s'appelle Emily. » La réceptionniste haussa un sourcil et demanda avec politesse. « Vous n'avez pas son nom de famille ? Elle est logée dans quelle chambre ?» Juma secoua la tête, visiblement frustré. « Malheureusement, non, je n'ai pas plus d'informations. Mais il est impératif que nous la voyions.
C'est vraiment très urgent. » La dame, bien que désireuse d'aider, montra des signes de confusion. « Monsieur, l'hôtel est immense et nous avons beaucoup d'étrangers qui y séjournent. Sans plus de détails, ce n'est pas évident. » Elle se tourna vers son ordinateur, tapant rapidement sur le clavier pour essayer de trouver des informations pertinentes. Voyant qu'elle avait du mal, Yapi, sentant l'urgence de la situation, intervint pour donner plus de précisions. « Elle est revenue hier après-midi. Quand elle est arrivée, elle a passé une semaine ici, puis elle est partie au village. Ensuite, sa société a appelé l'hôtel, et quelqu'un d'ici est allé lui porter le message au village hier matin. C'est ce qui l'a fait revenir ici hier après-midi. » La réceptionniste, en pleine recherche, s'arrêta brusquement, une lueur de reconnaissance éclairant son visage. « Attendez, vous parlez d'hier matin ?» Yapi acquiesça rapidement. « Oui, exactement. C'était hier matin. » La dame, visiblement plus attentive, poursuivit. « Oui, je me souviens maintenant. Il y a eu un appel d'une société qui cherchait une dame, une informaticienne, non ?» Yapi et Juma répondirent d'une seule voix, le soulagement perçant dans leur voix. « Oui, c'est elle. » La réceptionniste se concentra de nouveau sur son écran, parcourant les informations avec plus de détermination. « Oui, je vois ici. Elle s'appelle... Oui, c'est ça, Emily. Elle est étrangère, blonde, souvent coiffée d'une queue de cheval, c'est bien ça ?» Yapi et Juma hochèrent la tête frénétiquement. « Oui, c'est elle. » Un lourd silence suivit les prochaines paroles de la réceptionniste qui portait une mauvaise nouvelle. Malheureusement, elle est partie il y a déjà quelques minutes. Elle a quitté l'hôtel avec ses bagages. Je crois qu'elle se dirigeait vers l'aéroport. Yapi et Juma échangèrent un regard stupéfait, leur cœur se serrant à l'unisson. « Elle est déjà partie ?» murmura Juma, à peine capable de contenir sa déception. Ils remercièrent rapidement la réceptionniste et se précipitèrent à l'extérieur de l'hôtel, espérant encore pouvoir faire quelque chose. Mais en sortant, ils restèrent debout, figés par l'impuissance, réalisant que la situation leur échappait. Le bruit de la ville autour d'eux semblait s'évanouir alors qu'ils tentaient de réfléchir à ce qu'ils devaient faire maintenant. L'espoir qui les avait portés jusqu'ici semblait s'évanouir avec chaque seconde qui passait. Après quelques minutes passées à ruminer leur désarroi devant l'hôtel, Juma eut soudain une idée. Ses yeux s'éclairèrent d'une lueur d'espoir alors qu'il se tournait vers Yapi. « Attends une seconde, Yapi. Je crois que j'ai une amie qui travaille à l'aéroport. Si je peux l'appeler, elle pourra peut-être nous renseigner. Je suis presque sûre que j'ai encore son numéro dans mon téléphone. » Sans perdre une seconde, Juma fouilla frénétiquement dans son téléphone, cherchant le numéro de son amie. Après quelques instants, il trouva enfin ce qu'il cherchait. Il lança l'appel, espérant qu'elle répondrait rapidement. À l'autre bout du fil, une voix familière répondit, un peu surprise. « Allô? Juma? Comment vas-tu? Ça fait un bail! Tu étais passé où? » Juma esquissa un sourire malgré la situation stressante. « Salut, c'est vrai que ça fait longtemps. C'est une longue histoire, tu sais. J'ai dû faire un tour au village pour voir mes parents. Mais là, je viens de rentrer, et j'ai une urgence. » Son ami perçut le sérieux dans sa voix et répondit d'un ton plus concerné. « Ok, comment puis-je t'aider ?» Juma respira profondément avant de répondre. « Écoute, j'ai besoin de savoir quels vols sont programmés pour ce matin et lesquels sont déjà partis. C'est vraiment important. » Il y eut un moment de silence alors que son ami réfléchissait. « Eh bien, je n'ai pas toutes les informations sous la main, mais une chose est sûre. Depuis ce matin, aucun vol n'est encore parti. Le premier doit décoller dans quelques minutes. Attends un instant. Je vais me renseigner pour toi. » Juma attendit, son cœur battant la chamade, tandis que Yapi observait, espérant que la situation s'améliore enfin. Après ce qui sembla être une éternité, la voix de son ami revint sur la ligne. « Juma, on vient de me dire que le premier vol est prévu pour décoller dans 40 à 45 minutes. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Je suis désolée de ne pas pouvoir t'aider plus. » Juma la remercia rapidement, mais sincèrement. « Non, ce que tu m'as dit m'aide déjà assez. Merci beaucoup. Je dois filer maintenant, mais on se reparle bientôt, ok ?» Ils se dirent au revoir et Juma raccrocha.
Il se tourna immédiatement vers Yapi, son visage reflétant à la fois l'urgence et un nouvel espoir. « Yapi, mon ami m'a confirmé qu'aucun vol n'est encore parti. Il y a un vol qui doit partir dans 40 minutes. Je suis presque sûre que c'est celui d'Emily. On doit trouver un moyen de se rendre à l'aéroport le plus vite possible. » Mais l'embouteillage de la ville se présentait comme un obstacle majeur. Ils savaient que reprendre un taxi les mettrait en retard et qu'ils risquaient de manquer leur seule chance de retrouver Emily avant qu'elle ne quitte le pays. Ils restèrent un moment silencieux, chacun cherchant désespérément une solution dans ses pensées. L'urgence de la situation les pressait et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre plus de temps. C'était une course contre la montre et ils devaient trouver une solution, et vite. Alors qu'ils se tenaient encore devant l'hôtel, cherchant désespérément une solution pour atteindre l'aéroport à temps, Yapi remarqua quelque chose d'inhabituel, quelque chose qu'il n'avait pas souvent vu dans son village. Il tourna la tête vers Juma avec une curiosité enfantine. « Ah, mais en ville ici, il y a beaucoup de motos, hein? Je me demande comment ils font pour rester en équilibre. Normalement, ils devraient tomber, non, Juma? Il n'y a que 2 roues. Ils font comment pour ne pas tomber? » Juma sourit, amusé par la question de Yapi. « Non, Yapi, quand tu roules, tu es en équilibre à cause du mouvement. C'est seulement quand tu t'arrêtes que tu dois faire attention à ne pas perdre l'équilibre. » Yapi hocha la tête, essayant de comprendre ce concept nouveau pour lui. Mais avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, Juma s'arrêta net. Son expression changea soudainement. « Yapi, tu es un génie !» Yapi, pris de court, le regarda avec perplexité. « Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Juma, visiblement excité, lui répondit en souriant largement. « Mais tu viens de me donner une idée, Yapi !» Toujours confus, Yapi demanda avec une pointe d'inquiétude dans la voix. « Quelle idée ?» Juma tapa du pied avec enthousiasme. « Il nous faut une moto, Yapi. Si on peut trouver une moto maintenant, on peut arriver à temps à l'aéroport. Avec une moto, on peut éviter les embouteillages. » Yapi recula légèrement, troublé par cette perspective. « Une moto? Mais Juma, je n'ai jamais conduit une moto. Je n'ai même jamais monté sur une moto. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Juma éclata de rire, rassurant son ami. « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi qui vas conduire. On va trouver une moto, je vais conduire, et toi, tu monteras derrière moi. » Sans attendre de réponse, Juma se mit à courir, lançant à Yapi par-dessus son épaule. « Suis-moi, Yapi! J'ai une idée! Suis-moi vite !» Surpris, mais n'ayant d'autre choix que de suivre, Yapi se mit à courir derrière Juma, tout en continuant de poser des questions. « Mais on court vers où ?» Juma, sans ralentir, répondit à bout de souffle. « J'ai un ami qui travaille à 200 mètres d'ici. Il a une moto de sport. S'il est là, on est sauvé. Allez, vite, on y est presque. » Ils coururent à perdre haleine jusqu'à atteindre un grand immeuble. Essoufflés, ils s'arrêtèrent un instant pour reprendre leur souffle. Juma sortit rapidement son téléphone et composa le numéro de son ami. « Allô, Verdas? J'ai besoin de toi. Il faut que tu descendes tout de suite. C'est urgent, mon général. »« Quoi? C'est un général qu'on est venu déranger comme ça ?» dit Yapi, la peur au ventre. Juma le rassura avec un sourire. « Non, t'inquiète, c'est juste son surnom. C'est un bon gars. » Quelques minutes plus tard, un homme descendit, visiblement surpris de voir Juma dans un tel état de panique. « Juma, qu'est-ce qui se passe ?» Juma, sans perdre de temps, lui expliqua la situation. « Mon général, j'ai une énorme urgence. J'ai besoin de ta moto, juste pour une course rapide. Je te la ramène avant ce soir, promis. » Verdas regarda Juma avec une hésitation visible. « Mais Juma, je voulais rentrer plus tôt avec. »« S'il te plaît, Verdas, c'est vraiment important. Tu sais que je ne te demanderais pas ça si ce n'était pas crucial. » Voyant l'urgence dans les yeux de son ami, Verdas finit par céder. « Ok, d'accord. Je te fais confiance. Suis-moi. La moto est garée dans le garage. » Ils le suivirent jusqu'au garage où la moto était stationnée. C'était une superbe moto de sport, noire et brillante. Verdas tendit les clés à Juma tout en cherchant quelque chose dans un compartiment. « Je n'ai qu'un seul casque. Qui va le porter ?»
Juma prit les clés et le casque, le tendant à Yapi. « Tiens, mets ça. Tu vas monter derrière moi. Ne t'inquiète pas, je vais tout te montrer. » Yapi, bien que nerveux, fit de son mieux pour suivre les instructions de Juma. Il mit le casque et monta à l'arrière de la moto, essayant de se positionner correctement. Juma lui montra où poser ses mains. « Tiens-toi bien à ses poignets derrière et serre-moi avec tes jambes, mais sans trop forcer. Ça va aller, fais-moi confiance. » Une fois qu'ils furent installés, Juma fit vrombir le moteur et la moto démarra dans un rugissement puissant. Yapi s'accrocha de toutes ses forces alors que Juma s'engageait dans la rue, déterminé à rejoindre l'aéroport à temps. Ils slalomèrent entre les voitures, Juma profitant de la maniabilité de la moto pour éviter les embouteillages. Yapi, bien que nerveux au début, commença à se détendre légèrement, sentant la maîtrise de Juma sur le véhicule. Le vent soufflait contre eux et le paysage défilait rapidement alors qu'ils fonçaient vers leur objectif. L'urgence de leur mission les poussait à avancer à toute vitesse. C'était une véritable course contre la montre, mais avec un peu de chance et beaucoup de détermination, ils savaient qu'ils pouvaient y arriver. Juma et Yapi continuaient de filer à toute allure à travers la ville sur la Suzuki GSX R600, une moto de sport puissante et bruyante qui attirait l'attention partout où elle passait. Alors qu'ils approchaient d'un grand carrefour saturé par l'embouteillage, Juma commença à ralentir. Devant eux, un policier routier était en train de diriger la circulation manuellement, les feux de signalisation étant hors service. Le regard de Juma se fit plus sérieux alors qu'il évaluait la situation. Il savait que leur moto customisée, équipée d'un double tuyau d'échappement Akrapovic, attirait les regards avec son bruit distinctif. Et avec Yapi portant le seul casque disponible, il y avait un risque élevé que les agents les interpellent pour cette infraction. Sans perdre de temps, Juma prit une décision rapide. « On va prendre un raccourci, Yapi. Accroche-toi bien. » Yapi, bien qu'encore un peu nerveux, fit confiance à Juma. Ils bifurquèrent brusquement pour s'engager dans une ruelle étroite, évitant le carrefour embouteillé. La moto rugissait, résonnant dans les ruelles désertes et alertant tous les passants de leur présence. Les ruelles étaient étroites, pavées de sable et de petites pierres, mais Juma maîtrisait la moto avec une précision remarquable. À chaque virage, les gens se poussaient instinctivement sur les côtés, libérant le passage pour la puissante machine. La rapidité et l'agilité de la moto leur permettaient d'éviter facilement les obstacles. Alors qu'ils traversaient ces ruelles, Yapi commença à se détendre, réalisant à quel point Juma était un excellent conducteur. Le sentiment de peur qui l'avait d'abord envahi se dissipa, laissant place à l'excitation de l'aventure. Le vent fouettait son visage et il se surprit à sourire, puis à éclater de rire aux côtés de Juma. À chaque bosse et dodane, la moto sautait légèrement, faisant rire encore plus Yapi. « Cette aventure est incroyable !» cria-t-il à Juma, qui répondit par un sourire en coin. Soudain, alors qu'ils approchaient d'une ruelle remplie de flaques d'eau laissées par la récente pluie, Juma aperçut un groupe de passants marchant sur le côté. Il anticipa immédiatement ce qui allait se passer et, avant même d'atteindre la première flaque, il cria en avant. « Je suis désolé !» Yapi, perplexe, tourna la tête vers Juma, cherchant à comprendre. « Désolé pourquoi ?» demanda-t-il, un brin confus. Mais à peine eut-il fini sa question que la réponse lui sauta aux yeux. Juma traversa les flaques d'eau à pleine vitesse, éclaboussant tous les passants alentour. Les gouttes d'eau sales volèrent dans toutes les directions, trempant les pauvres passants qui n'avaient pas eu le temps de réagir. Yapi éclata de rire, comprenant soudainement pourquoi Juma avait crié ses excuses à l'avance. Les deux amis rirent aux éclats alors qu'ils continuaient leur course, les passants éclaboussés leur criant des insultes derrière eux. Mais ils étaient déjà loin, savourant ce moment d'insouciance. Alors qu'ils s'éloignaient du lieu de l'incident, Yapi, toujours en riant, cria à Juma. « Tu es un fou, Juma, mais c'était génial !» Juma, lui aussi hilar, répondit « Parfois, il faut savoir prendre des risques pour avancer plus vite. Accroche-toi, on n'est pas encore arrivé. » Ils continuèrent leur course effrénée à travers les ruelles, naviguant avec habileté entre les voitures,
les marchés bondés et les piétons déterminés à atteindre l'aéroport à temps. La ville devenait leur terrain de jeu et chaque virage, chaque rue étroite était une nouvelle aventure. Après leur éclat de rire dû à l'incident des flaques d'eau, Juma et Yapi continuèrent leur route en moto, déterminés à atteindre l'aéroport à temps. Mais alors qu'ils roulaient à vive allure, Juma remarqua un chantier de construction un peu plus loin. Soudainement, il ralentit et gara la moto juste devant l'entrée du chantier, coupant le moteur. Yapi, surpris, demanda « Mais pourquoi tu gares ici? Qu'est-ce qui se passe ?» Juma, avec un large sourire malicieux, répondit simplement « Attends-moi ici, je dois faire quelque chose. » Intrigué, Yapi regarda Juma s'éloigner à grands pas vers le groupe d'ouvriers qui travaillaient sur le chantier. Le bruit de la moto avait attiré leur attention et ils observaient maintenant Juma avec curiosité, se demandant pourquoi il se dirigeait vers eux avec un tel sourire. En arrivant près du groupe, Juma repéra rapidement un ouvrier qui semblait un peu distrait, son casque de protection légèrement incliné sur sa tête. Sans hésiter, Juma saisit l'opportunité. D'un geste rapide, il attrapa le casque de l'ouvrier et le retira de sa tête avant de s'élancer en courant vers la moto où Yapi l'attendait. L'ouvrier, complètement pris au dépourvu, resta figé un instant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ses collègues, eux, éclatèrent de rire, réalisant la farce que Juma venait de leur jouer. Juma, toujours souriant, enfilait déjà le casque de chantier sur sa tête tout en démarrant la moto. Un des ouvriers, riant aux éclats, cria à Juma « Hé, mais ce casque-là, c'est pas un casque de moto. Qu'est-ce que tu fais ?» Juma leur répondit en riant « Mieux vaut ça que rien, je vous le rendrai plus tard. Désolé les gars !» Avec ça, il accéléra, laissant les ouvriers derrière lui, certains encore riant, d'autres secouant la tête en signe de désapprobation amusée. Yapi, réalisant ce que Juma venait de faire, ne put s'empêcher de rire lui aussi. Alors que la moto s'éloignait, il se pencha vers Juma et, entre deux rires, lui dit « Non, Juma, tu es un fou. Vraiment, tu es un fou. » Juma, toujours en riant, répondit « En tout cas, mon frère, aujourd'hui, c'est la journée des opérations spéciales. » Yapi, continuant de rire, ajouta « Dorénavant, je vais t'appeler Monsieur Désolé. Tu fais trop des excuses aux gens aujourd'hui. Monsieur Désolé, Monsieur Désolé. » Juma éclata de rire à son tour, reprenant la route avec un enthousiasme renouvelé. Les deux amis, malgré l'urgence de la situation, ne pouvaient s'empêcher de savourer ces moments de folie partagée. Leur complicité et leur humour rendaient cette course contre la montre à la fois stressante et incroyablement amusante. Alors qu'ils roulaient à toute allure vers leur destination, Juma et Yapi ne cessaient de rire, la moto filant à travers les ruelles et les avenues comme si elle était poussée par leur joie de vivre et leur détermination à réussir leur mission, peu importe les obstacles. Alors que Juma et Yapi se rapprochaient de l'aéroport, l'excitation qui les avait portés tout au long de leur aventure commençait à se dissiper, laissant place à une crainte palpable. Juma jeta un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord de la moto et son cœur se serra en voyant qu'il était déjà plus de 35 minutes depuis leur dernier coup de fil. Il se tourna vers Yapi, l'inquiétude marquant son visage. « Ah, Yapi, on est arrivé trop en retard !» dit Juma, la voix tremblante d'appréhension. « On a perdu beaucoup de temps. Je crois qu'il est déjà trop tard. Émilie doit déjà être dans la salle d'attente. Je ne pense pas qu'elle puisse sortir à l'extérieur maintenant. » Ces paroles frappèrent Yapi en plein cœur. Toute l'excitation de l'aventure, de la course effrénée à travers la ville, semblait s'évaporer en un instant. La réalité les rattrapait, implacable. Yapi, jusqu'ici porté par l'adrénaline, commençait à douter. Il tourna un regard plein d'incertitude vers Juma. « Juma, tu es sûr qu'elle va accepter de rester ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. Juma, bien qu'il partageât les mêmes doutes, tenta de rassurer son ami. « En tout cas, là, à ce niveau-ci, je ne peux pas te mentir, mais moi aussi j'ai des doutes. Je suis sûre que ses bagages sont déjà dans la soute et ça sera un peu compliqué.
Mais on n'a pas fait tout ce chemin pour rien, Yapi. Il faut quand même essayer. Tu dois lui dire ce que tu penses, ce que tu ressens pour elle. Si elle doit partir avec quelque chose dans son cœur. Fais un effort. Je suis sûre que ça va marcher. Yapi, cependant, continuait de paniquer. « Mais si ça ne marche pas, Juma? Je ne suis pas prêt à supporter ça. Je commence à paniquer. » Juma, sentant la détresse de son ami, adopta un ton plus ferme. « Non, ne panique pas. Sois fort. Rappelle-toi de ce que ton mentor t'a dit. Je ne sais pas ce qu'il t'avait dit, mais rappelle-toi de ces paroles. Récupère ta force, Yapi. Récupère tes esprits. Sois fort. Je te fais confiance. » À ces mots, Yapi prit une profonde inspiration, cherchant en lui la force de surmonter cette épreuve. Il repensa aux conseils de locaux, à cette sagesse tranquille qui l'avait toujours guidé. Lentement, il sentit sa confiance revenir, et il hocha la tête avec détermination. Juma, voyant que Yapi retrouvait son assurance, lui lança un regard complice. « De toute façon, si elle refuse, on sera obligé de jouer notre dernier joker. » Yapi, intrigué, leva un sourcil. « Quoi? Il y a un joker ?» Juma sourit mystérieusement. « Oui, j'ai apporté un joker. »« C'est quoi donc ?» insista Yapi, sa curiosité piquée. Juma répondit avec un sourire énigmatique. « Tu le sauras en temps voulu. » Ils arrivèrent enfin à l'aéroport et, au lieu de se garer, Juma fit vrombir le moteur de la moto pour attirer l'attention des gens. Ils restèrent sur leur moto, roulant lentement dans la cour de l'aéroport, le bruit puissant de la Suzuki JSX-R 600 résonnant dans l'air, imposant une présence impossible à ignorer. Le casque de chantier que portait Juma, décalé mais visible, ajoutait une touche d'ironie qui fit sourire et même rire certains passants. Leur plan semblait fonctionner. Les passagers dans la salle d'attente, intrigués par le bruit inhabituel, commencèrent à se lever pour voir ce qui se passait à l'extérieur. Parmi eux, Émilie, dont la curiosité fut piquée par l'agitation. Elle se dirigea vers les grandes ouvertures de la salle d'attente, cherchant du regard la source du vacarme. En voyant les deux figures sur la moto, quelque chose dans l'allure de Juma lui sembla familier. Elle plissa les yeux, essayant de distinguer leur visage, mais le casque de chantier de Juma masquait encore une partie de son visage. « Je crois que je connais cette personne », murmura-t-elle pour elle-même, sentant son cœur battre un peu plus vite. C'est alors que Juma, avec un geste théâtral, ôta le casque, révélant son visage. Émilie, bien que troublée, commença à le reconnaître. Ses soupçons se confirmèrent lorsque Yapi, à son tour, enleva son casque. À cet instant, Émilie les reconnut tous les deux et une vague d'émotion l'envahit. Elle murmura à voix basse, submergée d'émotion. « Yapi !» Alors que Juma et Yapi scrutaient l'aéroport, leurs regards se croisèrent avec celui d'Émilie à travers la large vitre de la salle d'attente. C'est Juma qui la remarqua en premier. Il toucha le bras de Yapi avec excitation, un large sourire aux lèvres. « Yapi, regarde! Émilie est là-bas !» Yapi leva les yeux et, voyant Émilie, sentit une vague d'émotion l'envahir. Il se redressa instinctivement, ses mains tremblant légèrement sous le coup de l'adrénaline. Ils firent tous les deux de grands signes de la main en direction d'Émilie pour attirer son attention. De l'autre côté de la vitre, Émilie, avec un mélange de surprise et de soulagement, leur répondit d'un signe discret, confirmant qu'elle les avait bien reconnus. Une myriade d'émotions déferla sur elle. Elle comprit rapidement que Juma et Yapi avaient fait tout ce chemin jusqu'à l'aéroport, probablement pour lui dire au revoir ou pour tenter de la retenir. Cette pensée seule suffisait à lui donner une envie irrésistible de les voir une dernière fois, surtout Yapi. Elle le regarda intensément, se demandant pourquoi il était venu. Pourquoi maintenant? De loin, Yapi continuait de lui faire signe, l'implorant de les rejoindre. Mais alors qu'Émilie essayait de répondre, elle réalisa qu'il ne pouvait probablement pas l'entendre. Elle se mit à crier, sa voix brisée par la distance et les bruits ambiants de l'aéroport. « Je ne peux pas descendre! Le vol décolle bientôt! Nous sommes prêts à embarquer !» Juma, bien que réalisant les difficultés, refusa d'abandonner. Il insista, répétant ses gestes, la suppliant silencieusement de descendre. Yapi,
suivant l'exemple de Juma, lui fit également signe de la main, une expression d'urgence et d'espoir sur son visage. De son côté, Émilie était en proie à un dilemme déchirant. Elle voulait les rejoindre, elle ressentait un besoin pressant de voir Yapi, de lui parler une dernière fois avant de partir. Au fond d'elle, elle murmura, presque en larmes, « Yapi, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu fais ça ?» Finalement, elle céda à son impulsion et se dirigea vers la sortie, déterminée à les rejoindre. Mais juste avant qu'elle ne puisse franchir la porte, un agent de sécurité la stoppa. « Madame, le vol va décoller dans quelques minutes. Vous ne pouvez pas sortir maintenant. L'embarquement est imminent. » Déchirée, Émilie se retourna pour regarder Yapi et Juma une dernière fois, désespérée de ne pas pouvoir les rejoindre. Elle leur fit signe de loin, tentant de leur faire comprendre que l'agent de sécurité l'empêchait de sortir. Le désespoir était visible sur son visage et la distance entre eux semblait soudainement infranchissable. Voyant cela, Juma comprit que la situation ne se déroulait pas comme prévu. Il se tourna rapidement vers Yapi, ses yeux brillants d'une idée soudaine. « Yapi, je crois que c'est toi qui vas devoir te rapprocher d'elle. On doit changer de plan. Mais est-ce que tu me fais confiance ?» Yapi, bien que nerveux, hocha la tête avec détermination. « Oui, Juma, je te fais confiance. » Juma esquissa un sourire, bien conscient du poids de la situation. Il réfléchit rapidement, cherchant un moyen d'amener Yapi plus près d'Émilie. Le temps jouait contre eux, mais il n'avait pas d'autre choix que d'agir vite. Le suspense était à son comble et le dénouement de leur course contre la montre semblait plus incertain que jamais. Juma fixa Yapi avec une détermination nouvelle dans le regard. « Écoute, Yapi, voilà ce que tu vas faire. Tu vas commencer à marcher d'ici jusqu'à là où se trouve Émilie. Ne flanche pas, reste sûr de toi. Tu dois marcher droit, sans peur. Même si tu arrives à 2 ou 3 mètres d'elle, commence à parler. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Peu importe qui est là, peu importe les gens qui t'observent. Garde en tête que c'est ta dernière chance. Si cette fille part sans que tu lui parles, tu ne la reverras plus jamais. Garde ton objectif principal en tête, l'empêcher de partir, coûte que coûte. Est-ce que tu m'as compris ?» Yapi hésita un moment avant de répondre. Mais Juma, elle a déjà mis toutes ses affaires en soute. Je pense qu'elle va partir, c'est obligé, non? Juma le coupa immédiatement, presque sévèrement. « Yapi, ferme ta gueule !» Il respira profondément pour se calmer et continua. « C'est ce que je te reprochais hier. Ne réfléchis pas à sa place. Pour l'instant, ce qui t'importe, c'est toi. Ses soucis de bagages, ce n'est pas ton problème. Toi, ce qui t'importe, c'est de l'empêcher de partir. Ses problèmes à elle, ça la concerne, pas toi. Est-ce que tu m'as compris ?» Yapi, légèrement secoué par la fermeté de Juma, acquiesça. « D'accord, Juma, j'ai compris. » Juma soupira de soulagement et se calma un peu. « Bien, maintenant, fais tout ce que tu peux pour la convaincre. Si tu réussis, tant mieux. Mais si tu es sûr à 100% que c'est fichu, c'est là que tu devras utiliser le joker. » Yapi, intrigué, demanda. « Mais c'est quoi ce joker dont tu me parles ?» Juma plongea sa main dans sa poche et en sortit quelque chose qu'il garda dans sa main fermée. « Yapi, dans ma main, il y a le gris-gris de ma famille. Je vais te laisser utiliser ça aujourd'hui, car c'est toi qui en as plus besoin en ce moment. » Yapi frissonna légèrement en entendant ces mots. « Juma, j'ai un peu peur d'utiliser ces choses-là. » Juma sourit pour le rassurer. « Fais-moi confiance, Yapi. Je vais mettre ce gris-gris dans ta poche, mais écoute-moi bien. Ne mets pas la main dans ta poche tant que tu n'es pas sûr à 100% que tout est perdu. Si tu réussis à la convaincre, je le reprendrai moi-même de ta poche. Mais si tu vois que c'est vraiment fini, que tu n'as plus aucun espoir, alors mets ta main dans ta poche. Quand tu toucheras le gris-gris, tu sauras quoi faire. » Yapi, bien que toujours inquiet, hocha la tête. « D'accord, Juma, je comprends. » Juma plongea sa main dans la poche de Yapi pour y mettre le gris-gris, puis lui tapota l'épaule pour l'encourager. « Allez, Yapi, c'est le moment, va la voir. » Yapi prit une profonde inspiration, se préparant mentalement pour ce qui allait probablement être l'un des moments les plus décisifs de sa vie. Il fit un pas en avant, prêt à affronter son destin,
avec le gris-gris de Juma dans sa poche comme dernier recours. Alors qu'Emily tentait désespérément de convaincre l'agent de sécurité de la laisser passer, ne serait-ce que pour quelques minutes, pour rejoindre ses amis et leur dire au revoir une dernière fois, Yapi se mit à marcher dans sa direction, le cœur rempli de détermination. Emily, tout en essayant de négocier avec l'agent, remarqua Yapi avançant vers elle avec une confiance nouvelle. À cette vue, une vague d'émotion l'envahit, et ses yeux s'emplirent de larmes. Tout à coup, la voix de l'aéroport résonna dans les haut-parleurs, annonçant que les passagers du vol pour lequel Emily devait embarquer devaient se diriger vers la porte d'embarquement. L'agent, en entendant cela, s'adressa de nouveau à Emily. « Madame, vous entendez ? C'est l'heure d'embarquer. Je ne peux vraiment pas vous laisser passer maintenant. » Une vague de peur déferla sur Emily, tandis que le poids de la décision imminente se faisait sentir. Mais malgré cela, elle ne pouvait détourner les yeux de Yapi qui continuait de marcher vers elle, comblant peu à peu la distance qui les séparait. Cette distance, pourtant de près de 50 mètres, semblait une éternité. Soudain, avec un élan de courage, Emily prit une décision audacieuse. Elle détacha la corde de sécurité de l'aéroport, évitant ainsi l'agent de sécurité, et se mit à courir vers Yapi. De son côté, Yapi, voyant Emily courir dans sa direction, se mit également à courir pour la rejoindre. Les deux âmes, désormais guidées par un même désir, fonçaient l'une vers l'autre, oubliant tout autour d'eux. L'agent, voyant Emily passer avec une telle détermination, secoua simplement la tête et la laissa faire, comprenant qu'aucune règle ne pourrait l'arrêter à cet instant. Lorsqu'ils se retrouvèrent enfin, ils se prirent dans les bras avec toute l'émotion possible. Leurs larmes se mêlèrent, témoignant de la profondeur de leurs sentiments. Yapi, la voix tremblante, murmura « Je suis désolée, Emily. Je suis désolée de m'être rendu compte de tout ça si tard. » Emily, les yeux remplis de larmes, répondit en sanglotant « Yapi, pourquoi tu me fais ça? Tu veux me voir souffrir ?» Yapi, sentant son cœur battre plus fort que jamais, déclara avec une sincérité totale « Emily, je t'aime plus que tout. » Emily, le regard plongé dans celui de Yapi, lui répondit avec tout son amour « Moi aussi, Yapi, moi aussi je t'aime. » Ils se tinrent là, dans les bras l'un de l'autre, savourant ce moment précieux, oubliant tout le reste. L'aéroport, les voyageurs, les annonces, tout semblait s'évanouir autour d'eux, ne laissant place qu'à leur amour naissant, palpable et indéniable. Toujours en larmes, enlacés l'un à l'autre, Yapi murmura d'une voix pleine d'émotion « Emily, je ne veux pas que tu partes, je veux que tu restes avec moi. Ne me laisse pas. Reste, ne pars pas. » Emily resta silencieuse quelques secondes, son cœur lourd de sentiments contradictoires. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle cherchait les mots pour répondre à Yapi. Finalement, elle chuchota, la voix tremblante. « Yapi, pourquoi tu me fais ça ?» Elle leva les yeux vers lui, ses prunelles reflétant la douleur qu'elle ressentait. « Hier, je suis venue chez toi pour te dire que j'allais partir. Et tu m'as dit de partir. Tu m'as donné des conseils. Tu m'as encouragée à faire ce que je devais faire, à retourner à mon travail parce que c'était la bonne chose à faire. » Emily prit une profonde inspiration, sa voix se brisant sous l'émotion. « Je voulais que tu me dises de rester, que tu me donnes une raison de ne pas partir, mais tu étais si rationnelle, si logique. Et maintenant, tu me demandes de rester alors que tout est déjà en place pour mon départ. Mes affaires sont dans l'avion, tout est prêt. » Yapi, sentant son cœur se serrer, essaya de trouver les mots pour expliquer ce qu'il ressentait. « Emily, je suis désolée. Je ne savais pas comment m'y prendre. C'est la première fois que je ressens quelque chose d'aussi fort pour quelqu'un. J'ai essayé de te dire ce que je pensais être juste, mais maintenant je comprends que j'ai eu tort. Je ne veux pas te perdre. S'il te plaît, ne pars pas. Reste avec moi. » Emily secoua la tête, les larmes continuant de couler. « Yapi, je veux rester. Je te promets que je reviendrai pour toi. Mais là, je ne peux plus changer les choses. Mes affaires, tout mon matériel, tout est déjà dans l'avion. » Chaque mot qu'elle prononçait était chargé d'émotion, reflétant toute la complexité de la situation.
On pouvait sentir son cœur tiraillé entre son désir de rester avec Yapi et les circonstances qui l'obligeaient à partir. Les larmes coulaient sans retenue, exprimant toute la douleur de cette séparation imminente. Yapi se rappela les paroles de Juma, l'avertissant de ne jamais laisser Émilie partir. Il se sentit déchiré entre la réalité de la situation et son désir ardent de la garder près de lui. Il serra doucement les mains d'Émilie, cherchant à la retenir malgré tout. À ce moment-là, la voix de l'aéroport retentit à nouveau, demandant aux derniers passagers de rejoindre l'avion et d'embarquer. L'agent de sécurité qui observait la scène entre Yapi et Émilie s'approcha avec une expression à la fois compréhensive et pressée. « Madame, il faut y aller maintenant. C'est vous qu'on attend pour fermer les portes. » L'émotion palpable entre eux sembla suspendre le temps, mais la réalité les rattrapait inexorablement. L'ultime choix se profilait devant eux, et chaque seconde qui passait rendait la situation plus difficile. Émilie, les larmes aux yeux, se tourna une dernière fois vers Yapi, cherchant une réponse, une solution, un miracle. « Yapi, je reviendrai, je te le promets. Mais pour l'instant, je dois partir. » Yapi, sentant son cœur se briser, hésita, sachant qu'il devait agir, mais ne trouvant pas les mots pour la convaincre de rester. Yapi se tenait là, immobile, le cœur lourd, sentant que tout espoir s'évanouissait. Il était désormais certain que c'était fini, qu'il n'avait plus aucun moyen de retenir Émilie. Elle commençait déjà à se diriger lentement vers la porte d'embarquement, le cœur serré. Chaque pas qu'elle faisait semblait un pas de plus vers un avenir sans lui. Yapi, paralysé par la douleur de la voir partir, se rappela soudain ce que Juma lui avait dit à propos du gris-gris qu'il avait placé dans sa poche. Il hésita un instant, réfléchissant à cette option ultime. Mais rapidement, il se dit que cela ne valait pas la peine. Gagner le cœur d'Émilie par des moyens surnaturels ne lui ressemblait pas. Il voulait que son amour pour elle soit réel, non influencé par quelque force extérieure. L'idée d'utiliser le gris-gris pour faire changer Émilie d'avis lui parut malhonnête. Il secoua la tête, refusant cette idée. Pendant ce temps, Émilie, qui marchait doucement vers la porte, se retournait de temps en temps, comme si elle espérait encore un miracle, un geste de Yapi pour la retenir. Mais Yapi restait figé, incapable de bouger, de dire un mot, sentant l'amour de sa vie s'éloigner lentement mais sûrement. Finalement, Yapi tourna la tête pour regarder Juma, son amie fidèle qui avait tout fait pour l'aider. Dans ses yeux, Juma pouvait lire l'échec et la résignation. Yapi lui fit comprendre par un simple regard qu'il avait échoué. Mais Juma, refusant d'accepter cette défaite, lui fit signe de la main de loin, lui demandant de mettre la main dans sa poche. Yapi hésita, secoua la tête pour signaler à Juma que cela ne valait pas la peine, qu'il ne voulait pas recourir à cette solution. Mais Juma insista, tellement insista que Yapi commença à douter de sa décision. Peut-être qu'il fallait au moins essayer, peut-être qu'il ne devait pas abandonner aussi facilement. Alors que les pensées tourbillonnaient dans son esprit, une petite voix intérieure lui murmura « Yapi, s'il y a une personne pour laquelle tu dois tout faire, même tricher, c'est Émilie. » Avec un mélange d'appréhension et de résignation, Yapi plongea lentement la main dans sa poche, sentant le gris-gris entre ses doigts. Au moment où il le toucha, un frisson parcourut son corps, et ses yeux semblèrent s'illuminer, comme s'il venait de recevoir une révélation. Yapi, le poing fermé avec le gris-gris serré dans sa paume, ressentit une force intérieure, une certitude nouvelle qui lui dictait ce qu'il devait faire. C'était comme si tout devenait clair, comme si le monde s'était arrêté pour lui montrer la voie à suivre. Pendant ce temps, Émilie était arrivée tout juste à l'entrée de l'avion, prête à remettre ses documents de voyage aux agents de contrôle. Son cœur était lourd, tiraillé entre son devoir et ce qu'elle laissait derrière elle. Mais alors qu'elle tendait la main pour donner ses papiers, une voix puissante retentit derrière elle. « Émilie !» cria Yapi, sa voix résonnant dans tout l'aéroport. Un cri désespéré qui fendit l'air et attira immédiatement l'attention de tous. Émilie se figea, son cœur battant la chamade, et tourna la tête lentement pour voir d'où venait cet appel. « Émilie, attends !» continua Yapi, sa voix remplie d'émotion.
Son appel bouleversa non seulement Émilie, mais aussi tous ceux qui se trouvaient à proximité. Les agents de sécurité, alertés par ce vacarme inattendu, se tournèrent vers lui, incertains de ce qui se passait. Émilie, ses documents toujours en main, retint son geste. Ses yeux se posèrent sur Yapi, un mélange d'émotion et de confusion traversant son visage. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais quelque chose dans la voix de Yapi l'empêchait de partir. Yapi, réalisant que les agents ne le laisseraient pas s'approcher facilement, prit une décision instinctive. Il se mit à courir, traversant les barrières de sécurité, sautant par-dessus les cordes, se frayant un chemin à travers l'aéroport comme un homme en mission. Les agents de sécurité, stupéfaits, commencèrent à le poursuivre, mais Yapi était plus rapide, plus déterminé. Le bruit de ses pas résonnait dans tout l'aéroport et les regards de tous les passagers se tournèrent vers cette scène inattendue. Yapi se dirigeait droit vers Émilie, son cœur battant à un rythme effréné, chaque pas le rapprochant de ce qui semblait être sa destinée. Lorsqu'il arriva enfin devant Émilie, il tomba à genoux, essoufflé, mais déterminé. Il tendit son poing fermé vers elle, sa tête baissée, comme s'il offrait son âme même. Puis, lentement, avec une délicatesse surprenante, il ouvrit sa paume, révélant le gris-gris qu'il avait tant hésité à utiliser. Mais ce n'était pas un simple gris-gris. Dans sa main se trouvait une bague de fiançailles éclatante, brillant de 1000 feux sous les lumières de l'aéroport. Émilie, sous le choc, porta ses mains à sa bouche, ses yeux s'écarquillant de surprise et d'émotion. Elle ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Tout autour d'eux, le monde semblait s'arrêter. Les agents de sécurité s'immobilisèrent, réalisant enfin la nature de ce moment extraordinaire. Yapi, toujours à genoux, leva les yeux vers elle, ses propres larmes mêlées d'espoir et de crainte. Et d'une voix tremblante, mais pleine d'amour, il prononça les mots qui allaient changer leur vie à jamais. « Émilie, veux-tu m'épouser ?» Émilie, sous le choc du geste de Yapi, resta sans voix. Les larmes coulaient librement sur ses joues et son corps semblait figé, incapable de réagir immédiatement. Yapi, toujours à genoux devant elle, sentit une vague d'inquiétude et de doute traverser son être. L'absence de réponse d'Émilie commençait à peser lourdement sur son cœur. Un des agents de sécurité qui avait poursuivi Yapi un instant plus tôt prit son courage à deux mains et, voyant la tension palpable, demanda doucement à Émilie : « S'il vous plaît, madame, pourriez-vous répondre à la question du monsieur ?» Cette intervention inattendue provoqua des sourires et des rires étouffés parmi les témoins de la scène, allégeant l'atmosphère lourde d'émotion. Émilie, toujours en larmes, essuya ses yeux d'une main, tandis que l'autre serrait son sac à main. Elle essayait de reprendre son souffle, les émotions se bousculant en elle. Voyant qu'Émilie était toujours en proie à ses émotions, l'agent se tourna à nouveau vers Yapi avec un sourire encourageant. « Monsieur, pourriez-vous répéter ce que vous avez dit à la dame ?» Yapi, touché par l'intervention, retrouva un peu de confiance. Avec une voix tremblante mais pleine d'espoir, il reformula sa demande. « Émilie, veux-tu être ma femme ?» Émilie, submergée par l'émotion, éclata de rire tout en pleurant. Elle hocha la tête et, entre deux sanglots de joie, répondit d'une voix claire. « Bien sûr que oui !» À ces mots, l'ensemble des personnes présentes éclatèrent en applaudissements et en acclamations, créant une ambiance de joie partagée. Même les agents qui attendaient les documents d'Émilie applaudirent avec enthousiasme, se réjouissant de ce moment inattendu. Yapi, le cœur battant de bonheur, prit doucement la main d'Émilie et glissa la bague sur son doigt, scellant ainsi leur engagement. Ils se prirent dans les bras, leur voix tremblant d'émotion. Yapi murmura à Émilie : « Je ne veux plus jamais te perdre, Émilie. Restons ensemble, construisons notre vie. » Émilie, les yeux pleins de larmes de bonheur, répondit : « Oui, Yapi, je veux être avec toi, pour toujours. » L'aéroport, habituellement un lieu de transit et de séparation, devint soudain le théâtre d'une union nouvelle, marquée par l'amour et l'espoir. C'était un moment que ni Yapi, ni Émilie, ni aucun des témoins présents n'oublierait jamais.
Juma, qui observait la scène un peu à l'écart, ne pouvait contenir sa joie. Il brandissait les 2 casques qu'il tenait en main, celui que Yapi avait porté plus tôt et celui qu'il avait emprunté sur le chantier. Les bras levés, il agitait les casques en signe de célébration, son visage rayonnant de bonheur. Voir son ami réussir ce qu'ils avaient tous 2 entrepris remplissait son cœur de fierté et de satisfaction. Tandis que l'émotion palpable entre Yapi et Emily se calmait légèrement, les agents de l'aéroport, toujours en attente, observaient la scène avec un sourire amusé. L'un d'eux, constatant que le temps pressait, s'adressa à Emily qui était toujours dans les bras de Yapi. « Alors, madame, vous venez ou pas ?» Avant qu'Emily puisse dire quoi que ce soit, Yapi, comprenant que c'était maintenant ou jamais, agit sans réfléchir. Il redressa la tête et, d'un ton sûr de lui, lança « Non, elle ne s'en va plus !» Sa réponse rapide et assurée provoqua un éclat de rire général. Emily, les agents de contrôle, ceux de la sécurité et même les passagers aux alentours ne purent s'empêcher de rire devant la fermeté et la simplicité de la déclaration de Yapi. À ce moment-là, il était clair pour tous qu'il avait décidé de prendre les rênes de leur destin commun. Les agents de l'aéroport, bien que touchés par la scène qui se déroulait devant eux, comprirent que les choses prenaient un tournant inattendu. Bien que les valises d'Emily soient déjà dans la soute de l'avion, il était clair que ce vol ne pouvait plus attendre. L'équipage fut finalement contraint de prendre la décision de fermer les portes de l'avion et de préparer le décollage sans Emily. Ainsi, la décision fut prise. Emily restait. Malgré tous les plans, malgré les préparatifs pour son départ, quelque chose de plus fort, de plus impérieux l'avait retenue. Ce moment, cet amour partagé avait changé le cours des choses. Juma, toujours en retrait, agitait les casques avec encore plus d'enthousiasme, criant des encouragements à Yapi et à Emily. Il savait que ce jour resterait gravé dans leur mémoire comme celui où l'amour avait triomphé des circonstances et où une simple demande avait fait toute la différence. Alors que Yapi et Emily se détachaient du câlin intense qu'ils partageaient, Emily, avec un sourire timide au coin des lèvres, demanda à Yapi. « Alors, Yapi, tu as fait tout ce chemin ? Tu as quitté le village jusqu'ici, juste pour me rattraper et m'empêcher de partir ?» Yapi, un sourire fier sur le visage, répondit « Oui, c'est ça, et surtout, c'est grâce à Juma. » À ces mots, Emily se rappela la présence de Juma. Elle tourna la tête, cherchant des yeux là où il pouvait être, et demanda « Mais où est-il » Yapi lui montra du doigt l'endroit où Juma se trouvait. « Il est là-bas, allons le voir. » Ils se dirigèrent alors vers Juma. En s'approchant de lui, Emily le prit dans ses bras et lui chuchota à l'oreille. « Merci beaucoup. Merci d'avoir aidé Yapi à me rejoindre jusqu'ici. Merci de nous avoir permis de nous retrouver. » Juma, légèrement gêné par l'attention, rétorqua modestement. « Ce n'est que normal, c'est mon ami. Je lui devais bien ça. » Après ce moment d'affection, Juma posa une question pratique à Emily. « Alors, Emily, pour tes affaires, tu as prévu quelque chose? On va faire comment ?» Emily répondit avec un léger sourire. « Oui, j'avais prévu de me rendre au bureau de la compagnie aérienne pour discuter de la situation et trouver une solution pour mes bagages. Vous allez m'excuser, je dois aller corriger le désordre que nous avons causé tout à l'heure. » Ils échangèrent tous un petit rire après cette remarque d'Emily. Puis, Yapi et Juma acquiescèrent et lui dirent « D'accord, nous t'attendons. » Emily se dirigea alors vers le bureau de la compagnie aérienne au sein de l'aéroport pour régler la situation concernant le vol manqué et ses bagages. Pendant ce temps, Yapi et Juma restèrent en arrière, prêts à discuter entre eux. Yapi se tourna vers Juma, le visage encore marqué par l'intensité des émotions qu'il venait de vivre. « En tout cas, Juma, aujourd'hui, j'ai eu la peur de ma vie. Honnêtement, j'ai eu la trouille de ma life, sans blague. » Juma, avec un sourire taquin, lui répondit « Oh Yapi, non, je pense que tu t'es bien débrouillé. À mon avis, tu as bien fait ta demande. » Mais Yapi, secouant la tête, reprit avec plus de sérieux « Non, je ne te parle pas de la demande, Juma. Je te parle du gris-gris que tu as mis dans ma poche. » À ces mots, Juma éclata de rire.
Une réaction qui ne fit qu'agacer un peu plus Yapi. « Non, ne ris pas, Juma. J'ai eu la trouille de ma vie. Je vais t'expliquer. » Yapi prit une profonde inspiration, cherchant les mots pour exprimer ce qu'il avait ressenti. « Quand tu étais en train de me parler de ces choses-là, quand tu as mis ton truc dans ma poche, moi, dans ma tête, dans ma conscience, je me disais déjà que je devais faire tout mon possible pour convaincre Émilie avec mes mots. Je ne comptais jamais toucher à ce gris-gris. Donc moi, quand j'ai accepté, c'était juste pour te faire plaisir, en fait. Je n'envisageais pas du tout gagner le cœur d'Émilie en faisant recours à ces choses-là. Ce n'était pas dans ma tête, en fait. » Il marqua une pause, ses yeux exprimant encore l'étonnement face à ce qu'il avait vécu. Quand j'étais partie, j'étais sûre que j'allais faire tout mon possible pour convaincre Émilie. Et quand j'ai fait tout ce que je pouvais, et que ça n'a pas marché, je t'avoue, je n'avais aucune envie de mettre la main dans ma poche, comme tu me l'avais dit. Yapi se souvint de cet instant critique. Quand je me suis retournée vers toi et que tu as insisté, là, mon cœur a commencé à battre fort. Une voix dans mon cœur m'a dit « En tout cas, s'il y a une personne pour laquelle je dois vraiment prendre des risques, faire ces sacrifices-là, c'est Émilie. Mais, Juma, je te dis, j'avais comme l'impression que j'étais en train de vendre mon âme au diable en mettant la main dans ma poche. Franchement, c'est l'impression que j'avais. » Juma, secoué de rire, tenta de reprendre son souffle. « Ah non, Yapi, tu vas me tuer. En tout cas, tu vas me... Aïe, aïe, mes côtes. Yapi, arrête de me faire marrer. Non, 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 arrête. » Mais Yapi, imperturbable, continua, l'air grave. « Je te jure, mon frère, j'avais la trouille. C'était plus fort que moi. J'avais peur. » La sincérité dans les paroles de Yapi finit par toucher Juma, même s'il ne pouvait s'empêcher de sourire. Ils restèrent là un moment, l'un reprenant son souffle après avoir tant ri, l'autre encore sous le coup des émotions, réalisant à quel point cette journée avait été éprouvante, mais aussi décisive. Yapi, toujours sous le coup de l'émotion, poursuivit son récit avec une intensité qui faisait écho à ce qu'il avait ressenti plus tôt. « Et enfin, Juma, quand j'ai décidé de mettre la main dans ma poche, je t'assure, là c'était vraiment un autre niveau. » Il fit une pause, cherchant les mots pour décrire l'ampleur de son ressenti. « En fait, dans ma tête, je me faisais déjà tout un film. J'imaginais des trucs bizarroïdes, tu vois. Je me disais que si je touchais au gris-gris que tu as mis dans ma poche, des choses incroyables allaient se produire. Soit une énergie allait traverser tout mon corps, soit ma tête allait tourner, ou pire, j'allais commencer à voir des trucs invisibles. Tu vois le genre? C'était comme si je m'apprêtais à basculer du côté obscur. Un truc de fou, quoi. » Juma ne put s'empêcher de pouffer de rire, secouant la tête d'amusement. « Oh, Yapi, tu exagères !» Mais Yapi, loin de se laisser démonter, reprit avec sérieux. « Non, sérieux! C'est vraiment l'impression que j'avais. Je savais que si je touchais à ça, des choses allaient se passer dans mon corps, des choses que je n'avais jamais expérimentées avant. J'avais vraiment peur, Juma. » Il marqua une pause, le souvenir encore vif dans son esprit. « Et quand j'ai enfin touché ce gris-gris, je te jure que j'étais tellement préparée mentalement à quelque chose de bizarre ou de surnaturel que, effectivement, j'ai ressenti comme un courant traverser mon corps. » À ces mots, Juma éclata de rire encore plus fort, les larmes aux yeux. « Non, ça c'est l'effet placebo qui t'a fait ça. » Yapi, perplexe, le regarda avec curiosité. « C'est quoi l'effet placebo? C'est quoi encore ?» Toujours amusé, mais prenant un ton plus pédagogique, Juma expliqua. « L'effet placebo, Yapi, c'est quand tu crois tellement fort qu'une chose va produire un effet sur toi que ton corps réagit comme si c'était vrai, même si cette chose n'a aucun effet réel en soi. C'est un truc que les médecins connaissent bien. Par exemple, si quelqu'un te donne un simple bonbon en te disant que c'est un médicament très puissant et que tu y crois vraiment, ton corps pourrait réagir comme si tu avais pris un vrai médicament, juste parce que ton esprit y croit. » Yapi, étonné, prit un moment pour digérer cette information. « Donc tu veux dire que tout ce que j'ai ressenti, c'était dans ma tête ?» Juma hocha la tête avec un sourire. « Oui, exactement.
Tu t'es tellement préparé à ressentir quelque chose d'extraordinaire que ton esprit a fait le reste. C'est ça l'effet placebo. Yapi, encore impressionné par cette révélation, se mit à rire doucement. « Eh bien, je n'aurais jamais cru que mon esprit pouvait me jouer de tels tours. Mais tu sais quoi, Juma? Même si c'était juste un effet placebo, je crois que ça m'a quand même donné le courage de faire ce que j'ai fait. Alors, peut-être que ce n'était pas si mal après tout. » Juma, le sourire aux lèvres, hocha la tête en signe d'approbation. « Oui, Yapi. Parfois, ce qu'on croit peut nous donner la force de faire l'impossible. Que ce soit réel ou non, c'est l'effet que ça a sur toi qui compte. » Yapi, toujours surpris par ce qui s'était passé, répondit à Juma avec une lueur d'émerveillement dans les yeux. « Oui, tu as raison, Juma. Mais en fait, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que quand mon cerveau a fini par comprendre qu'il s'agissait d'une bague, tout le cinéma que je m'étais fait dans ma tête a complètement disparu. Là, ma raison est revenue. J'ai réalisé qu'en fait, il ne s'agissait que de faire une demande en mariage. » Il fit une pause, savourant le souvenir de cette révélation. « Et tu sais quoi, mon frère? Quand j'ai compris ça, j'ai ressenti une libération dans mon cœur. J'étais vraiment en paix. Toute cette idée de gris-gris qui me terrorisait s'est envolée. Quand j'ai su qu'il s'agissait simplement de faire une demande en mariage, tout m'a semblé tellement simple. » Yapi sourit en se remémorant les événements. Tout ce que j'ai fait après, sauter les barrières de sécurité, courir vers Émilie, tout ça m'a paru comme un jeu d'enfant. Même la demande en mariage, ça m'a semblé tellement plus facile que ce que je croyais devoir faire avec ce gris-gris. Dès que j'ai compris qu'il n'y avait rien de mystique, rien de bizarre, que c'était juste une bague, j'ai su que tout irait bien. Juma acquiesça, un sourire satisfait sur le visage. Oui, c'était ça l'idée, Yapi. C'était l'objectif depuis le début. Intrigué, Yapi demanda alors « Mais franchement, comment tu as eu cette idée-là? Comment tu as compris ça, mon frère? Ça me dépasse. » Juma, toujours aussi calme, répondit avec un léger sourire. « En fait, c'est très simple. Tu vois, dans mon travail, ce sont des techniques qu'on utilise souvent. Ce que j'ai fait avec toi, c'est une technique d'ancrage que j'ai simplement transposée dans notre situation. » Voyant l'incompréhension sur le visage de Yapi, Juma continua son explication. L'ancrage, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en marketing et en vente. C'est une façon de créer une référence, un point de comparaison pour influencer la perception de quelqu'un. Par exemple, si tu présentes quelque chose de très difficile ou de très coûteux en premier, puis que tu présentes ensuite quelque chose de plus simple ou de moins cher, la deuxième option semblera beaucoup plus accessible ou abordable en comparaison. Juma fit une pause pour s'assurer que Yapi suivait bien son explication, puis il reprit. « Dans ton cas, je savais que tu serais terrifié à l'idée d'utiliser un gris-gris, que cela te paraîtrait comme quelque chose de bien plus grand et effrayant que ce que tu es habitué à faire. En te parlant de ce gris-gris, je voulais créer cette perception que ce serait une tâche incroyablement difficile et risquée. Mais au fond, je savais que si tu découvrais que ce n'était rien d'autre qu'une simple demande en mariage, tu trouverais ça presque facile à faire en comparaison. » Yapi, impressionné par la finesse de la stratégie, hocha la tête avec admiration. « Waouh, je ne l'aurais jamais deviné. Franchement, Juma, je ne savais pas que tu pouvais être aussi stratège. » Juma sourit, satisfait que son plan ait fonctionné. C'était justement le but. En te présentant quelque chose que tu pensais être au-delà de tes capacités, je savais que quand tu découvrirais la vérité, tu te sentirais beaucoup plus confiant et prêt à affronter ce que tu avais à faire. Yapi, encore sous le choc de cette révélation, se rendit compte de l'importance des perceptions et de la manière dont elles pouvaient façonner les actions. « Tu es vraiment un sacré malin, Juma. Je te dois une fière chandelle pour ça. » Juma posa sa main sur l'épaule de Yapi et avec un regard empreint de sincérité lui dit « Non, Yapi, tu ne me dois rien. C'est moi qui te devais quelque chose de grand. Ce que tu as fait pour moi ce jour-là dans la forêt, je n'étais pas sûre, jusqu'à présent, de t'avoir rendu l'appareil. Mais ce que je viens de réaliser aujourd'hui, ça me fait beaucoup de plaisir, parce que je sais que tu n'oublieras jamais ce moment.
Et moi non plus. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi ce jour-là dans la forêt. » Yapi, légèrement gêné par ces paroles, se mit à rougir et répondit timidement. « Oh, c'est rien, Juma. Tu es mon ami, non ?» Juma hocha la tête avec un sourire. « Oui, c'est vrai. Mais merci de m'avoir ouvert les yeux. Merci de m'avoir montré ce que c'est qu'un véritable ami. Tu sais, quand nous étions au village ces derniers jours, je faisais des bêtises. Je te mentais. Je trichais parce que j'étais obsédée par l'idée de vouloir sortir avec Émilie. Et malgré ça, tu m'as toujours protégée. Tu n'as rien dit à Émilie. Tu as toujours fait en sorte que je garde ma dignité. » Il marqua une pause, prenant un moment pour réfléchir à tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. « Quand j'ai réalisé ça, j'ai compris que tu étais un véritable ami et que je devais vraiment faire attention. Si je te perdais, je ne trouverais jamais un autre ami comme toi. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu accomplir ça avec toi, Yapi. Maintenant, je sens qu'il y a un équilibre dans notre amitié, grâce à cette aventure que nous venons de vivre ensemble. » Ils restèrent un moment ainsi, savourant l'intensité de leur amitié et la complicité qui les unissait. Yapi, toujours un peu troublé, demanda alors à Juma. « Hé Juma, et maintenant là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, l'histoire du mariage, la demande de mariage, ce n'était pas dans ma tête. Du coup, je ne sais pas comment je dois m'y prendre. Qu'est-ce que je dois faire? Pour moi, je panique, j'ai peur, je n'ai pas d'argent, tout ça. Est-ce que je vais réellement l'épouser? Ou comment? » Juma, voyant l'inquiétude de son ami, posa de nouveau une main rassurante sur son épaule et répondit avec un sourire confiant. « Ne t'inquiète pas, mon ami, on va bien gérer ça. J'ai un plan. J'ai un super plan même, donc ne t'inquiète pas. » Yapi acquiesça, soulagé par les paroles rassurantes de Juma. Après quelques instants, Juma reprit la parole. « Yapi, il va falloir que tu attendes Émilie ici. Moi, je dois gagner du temps. Je vais d'abord retourner le casque d'ouvrier là où je l'ai emprunté, au chantier. Et ensuite, je vais déposer la moto de mon ami. Il faut que je tienne ma promesse, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu accomplir tout ça. Je dois honorer ma parole. » Il tendit son téléphone à Yapi. « Tiens, prends mon téléphone. Je vais vous joindre avec ce numéro-là. Entre-temps, vous pouvez vous promener un peu dans la ville. Dès que j'ai fini, je vous rejoins. » Yapi prit le téléphone et acquiesça. « D'accord, Juma. Fais ce que tu as à faire. On t'attend. » Avec un dernier sourire complice, Juma partit en direction du chantier, tandis que Yapi se tenait là, le cœur empli de gratitude et d'admiration pour son ami. Après quelques minutes d'attente, Émilie finit par apparaître au loin, se dirigeant vers l'endroit où Yapi l'attendait. Dès qu'il la vit, Yapi s'exclama avec un sourire de soulagement. « Te voilà enfin !» Émilie, légèrement essoufflée, répondit avec un sourire d'excuse. « Désolée de t'avoir fait attendre si longtemps, Yapi. J'avais quelques coups de fil importants à passer. Mais où est Juma ?» Yapi lui expliqua que Juma était parti rendre le casque qu'il avait emprunté sur le chantier et devait aussi retourner la moto à son ami. Il mentionna également que Juma lui avait laissé son téléphone pour qu'il puisse rester en contact, ajoutant qu'il les rejoindrait dès que possible. Curieux, Yapi demanda ensuite « Et toi, comment ça s'est passé avec les agents? Vous avez trouvé une solution pour tes bagages ?» Émilie hocha la tête avec un sourire, bien que teinté de fatigue. « Oui, on a trouvé une solution, mais ce n'était pas simple. Comme mes bagages étaient déjà dans la soute, mon billet est malheureusement perdu. Ils n'ont pas pu changer la date de mon vol, car pour eux, c'est comme si le billet avait été consommé. Donc, je n'avais pas d'autre choix que d'accepter ça. » Elle continua, un peu plus légère. Mais j'ai pu parler avec eux et leur expliquer la situation. J'ai contacté ma sœur pour qu'elle puisse récupérer mes bagages à l'autre bout. J'ai envoyé les documents nécessaires, ainsi que les copies des bordereaux, comme les agents m'ont demandé de le faire. Tout devrait bien se passer de ce côté-là. Yapi acquiesça, soulagée de voir qu'une solution avait été trouvée. Émilie ajouta ensuite avec un sourire plus large. « J'ai aussi prévenu la société pour leur dire que je ne pourrais pas être là à temps. Heureusement, ils m'ont accordé 3 jours supplémentaires. Alors, Yapi, on a 3 jours pour faire tout ce qu'on doit faire. » À ces mots, Yapi laissa échapper un petit rire, se sentant enfin soulagée.
Ils échangèrent un sourire complice, heureux d'avoir un peu plus de temps devant eux. Après quelques instants, Émilie, le regard plein de curiosité, demanda « Alors, on commence par où ?» Yapi réfléchit un instant avant de répondre, toujours souriant. « Eh bien, comme on attend Juma, qui connaît bien la ville, je pense que c'est lui qui nous fera visiter. Mais en attendant, on peut se promener un peu et explorer par nous-mêmes. » Émilie hocha la tête, amusée par l'idée. Ils se prirent la main, prêts à découvrir la ville ensemble, un pas à la fois. Tandis qu'ils marchaient côte à côte, le cœur léger, ils savouraient le simple plaisir d'être ensemble, sans savoir exactement ce que ces 3 jours allaient leur réserver.